Je vous retrouve une fois encore ce soir, Madame, Monsieur, au rendez-vous de l'information. Au sommaire de cette édition, en cette période de fraîcheur, les populations du Sud Bénin sont exposées à des affections données. Mais comment les prévenir? Élément de réponse dans ce journal. À suivre également ce soir les réactions de certains chefs quartiers par rapport au retrait de leurs prérogatives concernant l'établissement des attestations ou certificats de résidence. Hors de nos frontières, M23 au Rwanda, Anthony Blinken met en garde contre le risque d'instabilité régionale. Voilà pour le sommaire, le développement, c'est maintenant. Merci à toutes et à tous de nous préférer pour vous informer. Bonsoir, Madame, Messieurs. La ville de Cotonou et ses environs traverse depuis plusieurs semaines une période de fraîcheur. Contrairement aux années précédentes, les températures sont exceptionnellement basses et les affections se font fréquentes. Mais quels sont ces types d'affections auxquelles sont exposées les populations en cette période de l'année et comment les prévenir? Éléments de réponse dans ce reportage de Clémence Tonoukouan. Le mois d'août est le plus froid de l'année à Cotonou avec une température moyenne minimale de 24 degrés Celsius et maximale de 27 degrés Celsius selon les informations météorologiques. Tout au long de ce mois, Cotonou bénéficie d'un faible ensoleillement d'environ 5 heures par jour avec comme conséquence le changement de certains comportements des populations. Le plus visible est le changement de comportement vestimentaire. La plupart se mettent en pull vert pour contrer le froid. On est ennemi à l'eau. Donc, des fois, avant, on se lavait trois fois par jour. Mais maintenant, c'est deux fois, une à 10 heures comme ça. Comme il y a un peu le soleil, donc, et l'autre le soir, pratiquement le soir, on se lave. Ou soit, pour d'autres, on chauffe l'eau pour pouvoir se laver. Les soirs ou à des heures tardives où on voit qu'il y a la fraîcheur. Si je veux sortir, peut-être je mets mon pull, je reviens dans ma chambre, c'est que bon, c'est bon, je reviens à la température normale. On est obligé de rester dans notre chambre, quoi. On ne peut plus sortir parce qu'il y a trop la fraîcheur, surtout les matins là. Il y a tous les soirs, les matins, les soirs, il y a beaucoup trop de la fraîcheur. On ne se lave pas comme on le faisait avant. Et les soirs, on est obligé de rentrer tôt dans les chambres, quoi. On se couvre plus. On essaie de manger chaud et de se laver avec de l'eau chaude pour ne pas tomber malade. D'autres, par contre, vivent indifféremment cette période de froid. C'est le cas de Kodjo que nous avons rencontré. Moi, je ne suis pas allergique à la fraîcheur. Je vis comme j'avais l'habitude de vivre dans le autre temps passé. Moi, je ne prends pas de l'eau chaude, ni se doucher avec de l'eau chaude ou bien de l'eau tiède, tout ça là. Non, rien de tout ça. Je peux même me doucher avec de l'eau fraîche si c'est plus frais que ce qui est l'ordinaire. Le secret, non, c'est mon corps qui est comme ça. Ici maintenant, dans mes aisselles, je coule de sueur par là. Mais on ne dirait pas que c'est une période de fraîcheur. Selon le docteur Kourali Songbe, médecin généraliste, la période est favorable à plusieurs affections et plus éprouvante pour les drépanocytaires. Quand il fait frais, on est exposé à beaucoup d'affections respiratoires, le rhume, la grippe, la bronchite, etc. À côté, il y a des pathologies cardiaques qui peuvent voir leur fréquence augmenter, notamment l'AVC ou l'infarctus du myocarde. À côté, les personnes drépanocytaires voient leurs crises douloureuses se multiplier parce que le froid est un facteur favorisant des crises douloureuses. Ensuite, les personnes allergiques peuvent avoir plus de crises d'allergie parce que le vent va transporter les allergènes respiratoires, etc. Pour se protéger du froid, c'est déjà commencer à porter des tenues qui tiennent chaud quand même, qui couvrent les membres. On peut se servir également d'écharpes et le masque pourrait servir également. La petite saison des pluies est attendue de la mi-septembre jusqu'à la fin du mois d'octobre.
Vous le savez, les chefs quartiers sont désormais dépossédés de la prérogative qui leur octroyait le droit de délivrer des attestations ou certificats de résidence. Cette responsabilité revient désormais uniquement aux mairies ou à l'Agence nationale d'identification de la population, ANIP. Comment les chefs quartiers accueillent-ils cette décision? Quelques-uns se sont prononcés. Suivez plutôt. C'est une décision qui est en train de mettre tout sur les rails. Ce qui dit qu'il faut venir à l'année pour prendre l'attestation de résidence, est-ce que le chef d'année, il connaît des gens qui sont dans notre quartier? Non. C'est des chefs quartier qui doivent dire celui-là est dans mon quartier, hein, et il atteste qu'il est dans mon quartier. Ça, c'est un faux problème. Nous, on a déjà écrit au chef de l'État et bientôt il va nous appeler pour ça. Nous sommes élus, nous ne sommes pas techniciens. C'est la population qui nous a élus et élu le président de la République aussi. Avant de prendre une décision, on doit appeler les sécu et faire le travail ensemble. C'est vrai, ça a perdu maintenant que les attestations de résidence, les possessions d'État, les actes de décès et tout ça là sont délivrés par chef quartier que nous sommes de façon, je dirais, anarchique. Puisque chaque chef quartier produit l'acte de son bon vouloir. Il met les informations qu'il faut pour pouvoir contrôler son territoire. Et en délivrant cela, on sait parmi nous qu'il y a certains chefs quartiers qui ne font pas les enquêtes nécessaires avant la délivrance. Donc ce qui fait parfois que nous vivons des insécurités que nous ne pouvons pas comprendre. Eux, chef de travail à faire pour trouver de l'argent dans la caisse de l'État. Oui, c'est normal. Mais il faut nous associer. Et on doit s'asseoir pour trouver une solution durable. On ne peut pas prendre des décisions sans nous concerter. Au moins, nous avons un bureau collectif des chefs quartiers du littoral. Au moins, il doit appeler le bureau et on va faire travailler ensemble. Et nous aussi, nous avons des difficultés. On va les soumettre. Cette sécurisation de ces actes-là va nous protéger et va permettre au gouvernement de savoir exactement qui sont ceux qui sont sur son territoire. Donc c'est un bon acte qu'a pris le gouvernement que nous saluons déjà parce que ça nous permettra aussi d'être à l'abri de beaucoup de dangers. Nous sommes là pour travailler ensemble. Hein? On ne peut pas prendre notre travail et faire à notre place. Ça, c'est pour les chefs quartiers. Période de vacances, un moment propice où les apprenants se livrent à des activités diverses visant à déstresser et à se divertir, ce qui les éloigne bien souvent de la lecture. Résultat, les bibliothèques sont désertes. Comment comprendre le phénomène et quelles sont les approches pour susciter le goût de la lecture chez les jeunes aujourd'hui? Voici l'analyse de Stanislas Amour. Les vacances scolaires constituent la période par excellence où les apprenants s'adonnent à toutes sortes de loisirs et de divertissements. Dans ce laps de temps, nombre d'entre eux désertent les bibliothèques. La lecture est ainsi reléguée au second plan au profit de l'amusement qui occupe le quotidien des jeunes. La fréquentation des bibliothèques n'est pas constatée pendant les vacances parce que nous n'avons pas la culture des livres chez nous au Bénin. Les apprenants n'ont pas été habitués à lire. Et pour quelqu'un qui, pendant l'année scolaire, n'a pas fréquenté les bibliothèques, ne lui demandez pas de fréquenter les bibliothèques pendant les vacances. Les acteurs de la littérature tentent d'expliquer le phénomène. Tanguy Agoy et Patrick Diossou sont respectivement critiques littéraires et chroniqueurs littéraires. Donc il faut réadapter les thématiques d'écriture à l'intérêt des jeunes. Ça, c'est le premier acteur, l'auteur lui-même. Qu'est-ce qu'il écrit? Qu'est-ce qu'il aborde comme sujet? Deuxièmement, il y a le travail de nous intermédiaires, nous acteurs intermédiaires entre l'auteur et le lecteur. Quel est le travail que nous faisons pour rapprocher les deux? Qu'est-ce qui pousse les enfants à ne pas aller dans la bibliothèque? Première chose, la lecture n'est plus aussi intéressante que ça. Les enfants ne sont plus aussi intéressés par la lecture. Deuxième chose, il y a une autre lecture qui les détourne, la lecture de petits tests sur les réseaux sociaux, ce qui ne fait pas partie de la grande lecture. Et troisième chose, les bibliothèques ne fournissent pas toujours ce qui pourrait intéresser les jeunes. À tout ceci s'ajoute indéniablement
l'expansion fulgurante des réseaux sociaux auxquels les jeunes développent une addiction trop poussée. Si les parents n'utilisent pas à bon escient les réseaux sociaux ou n'attirent pas l'attention des jeunes sur le bon côté des réseaux sociaux et surtout les risques qu'ils ont à aller sur un certain nombre de choses en empruntant les réseaux sociaux, évidemment, on va continuer à accuser les réseaux sociaux. Vous voyez, aujourd'hui, le téléphone nous présente une autre bibliothèque où nous avons la possibilité de lire beaucoup de livres. Des livres qu'on n'a pas en version physique, on peut les avoir en version numérique. Maintenant, est-ce que nous les lisons vraiment? Moi, je me souviens, il est arrivé à un moment donné où je me suis donné comme obligation de lire un livre par semaine. Mais je ne suis pas arrivé à faire ça. Donc, certainement, il y a beaucoup de gens qui ont aussi cette vocation-là de lire les livres sur les téléphones, mais ce n'est pas aussi facile. La lecture n'est plus pour certains enfants un désir, un loisir et un plaisir. Donc, c'est comment faire pour les appeler, pour les ramener à la lecture. Donc, naturellement, s'ils n'ont pas ces trois choses dans la lecture, ils ne pourront plus s'intéresser à la lecture et vont fuir les bibliothèques. Le manque d'engouement pour les bibliothèques ne signifie pas que les jeunes n'aiment pas la lecture, un bémol que tiennent à apporter Tanguy Agoy et Patrick Diossou. De plus en plus de bibliothèques font des activités pour attirer les jeunes. Allez dans les centres de lecture, vous verrez de jeunes enfants qui lisent, qui se disputent les livres. Il y a des jeunes qui viennent même en vacances et qui lisent sérieusement. Ce n'est pas parce que le jeune, il écrit avec des fautes qu'il ne lit pas. Il faut aller voir quelle est la formation qu'il a reçue. Si notre école est malade, vous allez constater au bout de la plume de jeune que l'école est malade. Susciter l'engouement des jeunes par rapport à la lecture est l'idéal. Ceci passe par la proposition des contenus adaptés à leur temps et à leur réalité. Hors du Bénin à présent, au Rwanda, Anthony Blinken met en garde contre le risque d'instabilité régionale. Le secrétaire d'État américain doit quitter le Rwanda aujourd'hui, où il est arrivé hier soir après une étape à Kinshasa. Après s'être entretenu avec le président Paul Kagame, Anthony Blinken a tenu avec son homologue une conférence de presse conjointe. Devant les journalistes, Anthony Blinken n'a pas condamné ouvertement le Rwanda, mais a simplement indiqué que les informations crédibles faisant état du soutien de Kigali au M23 et de la présence de troupes rwandaises en RDC ont été discutées avec Paul Kagame. Mon message aux deux présidents congolais et rwandais a été le même, a-t-il déclaré. Tout soutien aux collaborations avec des groupes armés dans l'est de la RDC met en péril la stabilité régionale. Au Gabon, le président Ali Bongo Ondimba a reçu hier son homologue centrafricain Faustin Archange Touadéra. Le Gabon, qui siège au Conseil de sécurité de l'ONU comme membre non permanent, est très cotisé. Le président centrafricain l'a clairement indiqué à la sortie de son tête-à-tête avec Ali Bongo. Face à la presse, le président centrafricain a affirmé être venu à Libreville pour remercier le Gabon pour le rôle qu'il a joué au Conseil de sécurité de l'ONU lors d'un récent vote sur la levée de l'embargo sur les armes en faveur de l'armée centrafricaine. Faustin Archange Touadéra et Ali Bongo sont aussi revenus sur l'expulsion des casques bleus gabonais en septembre 2021 suite à des accusations d'exploitation et d'abus sexuels. Le contingent gabonais a rendu des millions de services au peuple centrafricain. Nous avons échangé en ce qui concerne un prochain protocole d'accord de défense entre la République centrafricaine et le Gabon, rapporte-t-il. Au Tchad, Mahamat Idriss Déby se veut rassurant sur la souveraineté du dialogue national. Au cours de son message à la nation dans la soirée d'hier, le président du Conseil militaire de transition qui dirige le pays depuis avril 2021 s'est engagé à consacrer la souveraineté du dialogue national inclusif qui s'ouvre le 20 août. Objectif, permettre un retour à l'ordre constitutionnel, un nouveau départ. Madame, Messieurs, c'est avec plaisir que je vous ai présenté cette édition vespérale. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes, YouTube, Facebook et Twitter, et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Bonne suite de nos programmes et à demain.